Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez douloureux. Après bon, il s'agira pas d'impôts ni de rupture amoureuse, non, là il s'agira en réalité de bien pire, il s'agira donc, des pires fins de séries télé ever. Voilà. Parce que, et je pense être loin d'être le seul à avoir vécu ça comme ça, bah oui, il y a pas mal de fois où j'ai passé des années à m'attacher à des personnages, à théoriser sur une série, à vibrer, à souffrir avec tout ce beau monde. Mais ça n'empêche pas malheureusement le dernier épisode de la série, oui, de me planter un couteau dans le cœur en me murmurant, voilà, merci d'avoir regardé connard, mais voilà, la fin est éclatée. Parce qu'il faut le dire, finir une série, c'est ce qu'on appelle un art. Et comme tout art, oui, certains le maîtrisent et certains ne le maîtrisent pas. Et certains autres confondent le pinceau avec une cuillère à soupe. Parce que oui, on a vu des chefs-d'œuvre de série se conclure dans la grâce et on a vu d'autres chefs-d'œuvre de série exploser en plein vol, façon feu d'artifice mouillé. Entre les séries qui construisent des saisons entières sur des mystères pour finalement répondre, bah ouais, mais en fait tout était symbolique, comme évidemment Lost, ou d'autres qui ont passé je ne sais combien d'années à bâtir des arcs complexes pour tout résoudre à coup de « En fait, il était fou depuis le début ». Écoutez, voilà. C'est le genre de pirouette narrative qui sent le scénariste en panique à 3h du matin, les yeux dans le vide, et la boîte à pizza à moitié bouffée à côté de lui. Sans parler même des fins totalement bâclées où on t'explique qu'en fait, depuis le début, c'est Dieu qui a tout décidé. Évidemment, là, je fais référence à Battlestar Galactica, mais bon, écoutez, il y a largement de quoi devenir zinzin avec tout ça. Et à la fin, franchement, moi, je considère un peu toute cette merde et je me dis, mais pourquoi j'ai perdu mon temps à regarder tout ça? Vraiment, c'est un truc de fou. Et justement, toutes ces fins de série complètement pétées sur le bitume et explosées sur le lino, bah on va leur rendre hommage dans cette vidéo. On va parler de toutes ces séries qui ont brillé pendant des années, avant de finir en accident de scénario. On va les passer au scanner, les unes après les autres, pour comprendre comment des monuments de la pop culture ont réussi à se saborder en beauté. Voilà, alors sans plus attendre, c'est parti pour parler des pires fins de séries ever. Voilà. Et clairement, il y a de quoi faire. Alors, ce qui est marrant avec cette vidéo, c'est que, étant donné que j'ai déjà sorti à peu près 100 milliards de vidéos, dont 12 milliards de recyclage, oui, je vais donc devoir parler, malheureusement 3 fois hélas, de séries dont j'ai déjà traité, effectivement, sur cette chaîne. Et parmi ces séries, évidemment, il y a Game of Thrones. Ce n'est pas l'éléphant dans la pièce, c'est plus le gros dragon dans la pièce, parce que, quand même, on a eu 8 saisons de sang, de politique, de dialogue léché, enfin bon, peut-être pas 8 saisons de dialogue léché, disons 4 saisons et demie de dialogue léché, bref, en tout cas, pas mal de personnages complexes, pour finir sur ce qui ressemble à une fanfiction écrite pendant une coupure de courant. Parce qu'on avait tout. La chute des rois, la renaissance du feu, la lutte des classes en version médiévale. Et puis un jour, bon, visiblement HBO s'est dit que, écoutez, vous savez quoi, on ferme dans 2 semaines. Toutes les manières, là, les 2 couilles de loup, D.B. Weiss et David Benioff, les 2 showrunners, de toute façon, vous voulez vous barrer pour aller faire je ne sais quelle trilogie Star Wars, que finalement ils n'ont même pas eu. Imaginez le comble de la loose. Donc voilà, on ferme tout, trouver une fin. Et les showrunners, les 2 couilles de loup, ils ont dit, ok, y a pas de souci, on va partir sur Bran qui devient roi. Donc Daenerys, reine libératrice, symbole de justice, icône féminine, devient en 2 épisodes une machine à griller des innocents comme des merguez un soir de canicule. Pas de dérive lente, pas de vraie justification, non, juste clic, mode dictatrice sanguinaire activé. Voilà, c'est tout. On dirait qu'elle a téléchargé un virus dans son arc narratif. Jean Neige, fidèle, pur, courageux, tue sa reine, et finit exilé avec des mecs poilus et un peu de neige pour seule compagne. Le mec a littéralement sauvé le monde et Westeros lui dit merci en l'envoyant camper à perpétuité. La moralité, c'est que si tu sauves une nation, tu deviendras SDF dans le Nord. Et puis Bran, évidemment, le mec qui sert à rien, qui voit des trucs, mais qui clairement n'a rien fait depuis au moins 4 saisons à part se faire tirer en traîneau, lui devient roi du royaume. C'est-à-dire que le mec le plus émotionnellement plat de la série se voit couronné par des nobles qui ont tous l'air de se dire écoutez, c'est soit ça, soit le retour de Geoffrey d'outre-tombe. Bref, la série qui parlait de pouvoir finit par dire finalement que c'est mieux de filer la couronne à un mec random qui regarde le passé comme s'il s'agissait d'une série Netflix. Et même le trône de fer, ce symbole de convoitise absolue, il s'est vu fondu par un dragon en larmes. Drogon, littéralement plus intelligent que la moitié du casting, comprend que l'objet du pouvoir c'est le problème, donc il le crame de façon symbolique, parce qu'apparemment, écoutez, il a fait LV3 philosophie. J'ai pas compris, moi je pensais que c'était juste un animal, écoutez, bon, voilà. En tout cas, moi ce que j'ai saisi, c'est quoi là? J'ai perdu 10 ans de ma vie pour un cours de philo niveau terminal donné par un gros reptile noir. Et de toutes les manières, les acteurs eux-mêmes savaient qu'ils faisaient de la merde. Emilia Clarke faisait pas mal d'interviews avec la même expression que quelqu'un qui a vu le script et qui s'est dit, écoutez, c'est de la merde. Kit Harington, lui, tapait la tête du mec, qui a eu 3 fois la diarrhée le matin d'avant. Et les fans, grève générale, pétition, insulte, remake à
amateurs. Il y a des mecs qui ont refait la saison entière sur YouTube avec Blender et pas mal de courage. Et quand ton public refait ton travail avec passion, voilà, soit t'es un animateur de la saison 3 de One Punch Man, soit t'es une énorme couille de loup qui s'appelle D.B. Weiss ou David Benioff. Voilà, il n'y a pas 36 000 options. Et c'est con parce que Game of Thrones aurait pu être la plus grande série de tous les temps. C'est juste qu'elle est devenue la plus grande blague de watercooler. Voilà, c'est un monument du tout ça pour ça, une cathédrale de frustration scénaristique. Bah écoutez, voilà, c'est une introduction comme une autre. Et on va embrayer avec une autre série que j'ai détruite il y a pas si longtemps, et bien ce sera Lost. Encore une fois, voilà, que ce soit pour Game of Thrones, pour Lost, et pour toutes les autres séries dont je vais parler et que j'ai déjà égratigné dans des vidéos bien spécifiques, je vous aiguille effectivement à aller regarder ces vidéos-là, tout particulièrement, parce que là vous comprenez bien que j'aurai pas le temps de creuser mon avis. Là je vous la fais un peu à la one again, et justement, faisons-le tout de suite. Donc Lost, c'est littéralement la série qui a transformé toute une génération de spectateurs en détectives du dimanche. Et j'en faisais partie, on prenait des notes, on dessinait des cartes de l'île, on zoomait sur des statues à 4 orteils en se disant que toutes les manières tout avait un sens. Sauf que spoiler, non, il y a rien qui a de sens, c'est juste du grand n'importe quoi de A à Z, voilà. Pas besoin de casser des reins, toutes les manières, voilà, on connaît effectivement J.J. Abrams, le showrunner de la série, enfin le showrunner des premières saisons de la série, qui est donc, et on le sait depuis la postlogie infâme de Star Wars, que le mec est un aficionado de la technique de la Mystery Box. Alors qu'est-ce que c'est que cette technique de la Mystery Box? J'en parle dans ma vidéo sur Lost. C'est une arnaque narrative qui consiste à faire croire aux spectateurs qu'il y a plein de mystères à découvrir, alors qu'en réalité, lorsqu'on ouvre la boîte, bah il y a rien du tout, parce que les scénaristes J.J. Abrams en tête ne savaient absolument pas comment justifier tout ça. Voilà, la fumée noire, l'ours polaire, mon cul sur la commode, il y a rien qui est justifiable. De toutes les manières, voilà, on parle quand même d'un avion qui s'écrase, avec des survivants mystérieux, des mecs, John Locke, qui passent d'handicapés, je cours comme une Bolt sur l'île, la Dharma Initiative, le bouton à appuyer tous les 108 minutes, sinon la planète explose. Écoutez, voilà, c'était un puzzle géant, Lost. Mais ce puzzle-là, bah, les scénaristes avaient visiblement perdu la boîte, en partant du principe qu'un jour ils aient eu la boîte, ce qui est loin d'être certain. En fait, chaque épisode rajoutait un mystère de plus, hein. Comme un gosse qui entasse des Legos sans le moindre plan. Tu pensais comprendre quelque chose? Bah non, bam. Ils ajoutaient un jumeau, un flashback, un flash forward, un flash sideways. Écoutez, voilà. Au bout d'un moment, même les fans ne savaient plus si regarder une série de science-fiction ou une expérience sociale sur la patience humaine. Et puis la fin, évidemment, celle qu'on attendait depuis 6 saisons de théorie. Certains espéraient une révélation cosmique, d'autres un complot scientifique, d'autres un twist métaphysique. Et ce qu'on a eu, c'est une église. Voilà, une église. Et on apprend que la moitié du casting est morte, l'autre aussi, mais pas en même temps. Et que tout ça, voilà, c'était une sorte de purgatoire collectif, un club de deuil version mystique. En gros, ils étaient morts depuis longtemps, mais pas vraiment, mais un peu quand même, voilà. C'est le genre d'explication qui ferait passer un cours de catéchisme pour de la physique quantique. Bon, évidemment que les fans ont eu un blackout mental, Internet a pris feu, certains ont crié au génie, très peu, d'autres ont jeté leur DVD par la fenêtre, et j'en faisais partie. Et en fait, c'était un peu la seule fin de série qui a généré plus de théories après sa diffusion qu'avant. En fait, il y a encore des mecs sur Reddit en 2025 qui essaient d'expliquer les ours polaires. Sauf que, second spoiler de cette partie, eux aussi sont aussi perdus que vous et moi. Et le pire, c'est qu'on sent que les scénaristes, J.J. Abrams lui-même, ils ont jamais vraiment su où mettre les pieds. Ils ont empilé les énigmes comme un étudiant qui révise la veille du partiel, donc beaucoup d'intentions et surtout zéro cohérence. Ils ont juste improvisé de la métaphysique entre deux cafés en mode non mais et si tout ça c'était symbolique? De toutes les manières, ils n'avaient pas le choix. C'était inexplicable. Et le truc de Lost, justement, c'est pas que ça ne veut pas te donner des réponses, c'est juste qu'en fait, ça n'a jamais eu de réponse. C'est la vraie black pill de Lost, quoi. Ça n'a jamais eu de réponse, il n'y en a jamais eu. Il y a eu beaucoup de questions, aucune réponse, et c'est tout. Voilà, c'est une série Page-Turner, hein, si on devait balancer une petite métaphore livresque, hein. C'est une série qui t'oblige, avec tous ces twists et tous ces cliffhangers, à regarder l'épisode suivant, à regarder la saison suivante, en empilant les mystères sur les énigmes, sur les incohérences. Et à la fin, au moment où tu t'attends à avoir au moins quelques réponses, bah non, t'as encore plus de questions, et ça s'arrête pas jusqu'à la fin. Écoutez, voilà, ce fut de la merde. Et en parlant d'un truc de merde, parlons d'une série dont j'ai jamais encore parlé, parce que je n'ai jamais vraiment apprécié plus que ça, mais bon, faut quand même en discuter parce que la fin est particulièrement gratinée. On va parler de How I Met Your Mother, avec mon superbe accent. Parce que là, je vous le dis, il s'agit d'un traumatisme collectif. On a eu quand même 9 saisons, 9 ans de suspense, de blagues, d'attentes, de théories. Voilà, on a vu Ted raconter son histoire d'amour à ses gosses pendant 208 épisodes. Le truc, c'est plus long qu'un cursus de médecine. Et tout ça pourquoi? Pour apprendre qu'il était amoureux de Robin depuis le début. Oui, Robin, celle qu'on nous a expliqué pendant des années qu'il pouvait pas avoir. C'est comme si on t'invitait à un mariage de conte de fées et qu'au moment du « vous pouvez embrasser la mariée », le mari disait « bah finalement non, je vais tenter avec le
témoin. C'est un peu con. En fait, tout le concept de la série reposait sur, écoutez, j'explique à mes enfants comment j'ai rencontré leur mère. Et cette mère, Tracy, on la rencontre enfin à la toute fin. On l'aime bien, elle est parfaite, elle a de la personnalité, elle a de la douceur, de l'humour, et on se dit, ok, bon, la boucle est bouclée. Sauf que non, 2 épisodes plus tard, elle meurt, hors champ, sans émotion, comme un personnage de figurant dans Urgence. Et Ted, le veuf éploré, il ressort son vieux parapluie bleu, sa vieille nostalgie, et il court retrouver Robin. Robin qui, rappelons-le, ne voulait pas d'enfant, ne voulait pas se marier, et avait clairement tourné la page depuis 2009. Mais non, les scénaristes ont décidé que le romantisme, c'était de faire comme Yaginalise, c'était de faire du recyclage affectif. Et c'est cette finale avec les gosses qui lui disent « Non mais papa, on sait très bien que tu veux sortir avec tante Robin ». C'est d'une cruauté rare. Non seulement il désacralise la mère défunte, parce que finalement la mère est morte mais tout le monde s'en bat les couilles, mais en plus il te balance une morale toxique du style « Non mais t'inquiète, le vrai amour revient toujours, même si t'as dû, enterrer ta femme entre-temps ». Tout ça pour dire que la série la plus feel-good de sa génération se conclut sur une vibe de cimetière. Après, je vais pas vous mentir, moi, les séries humoristiques, c'est compliqué, entre Big Bang Theory ou je sais pas quoi. À part Malcolm, moi j'ai du mal. Écoutez, voilà. Et le truc, c'est que tous les autres arcs avec Marshall et Lily, Barney, le séducteur repenti, Ted, le rêveur obstiné, tout ça, ça se dissout dans un montage final au goût d'amertume. Et même Barney, après sa rédemption, repart draguer comme si de rien n'était. On a appuyé sur le bouton reset, on a dit merci, au revoir générique. Tu sens que les scénaristes avaient écrit cette fin dès le début, et qu'ils s'y sont accrochés, même quand la série a évolué au-delà de tout ça. Et donc à la fin, on a une conclusion figée dans le temps, incohérente avec tout ce que les spectateurs ont vécu. C'est le genre de fin qui te fait regretter d'avoir cru à l'amour, à la passion, c'est au parapluie symbolique. C'est vraiment ridicule de A à Z, c'est de la merde. Vous me direz, à partir du moment où il y a une série où il y a des rires enregistrés, pour moi voilà, c'est terminé, il n'y a plus rien à voir. Ok, bon, on va continuer avec une autre série dont j'ai déjà parlé et que j'ai déjà détruite, Dexter. Mais de toutes les manières, Dexter, faudra que j'en reparle, puisque oui, il y a eu 2 spin-offs qui sont sortis après la fin de la série de base, on en parlera un peu plus tard, mais quand même, à un moment donné, faut tout de même mettre les points sur les i. Parce que Dexter, comme vous le savez, c'est l'histoire d'un tueur en série qui ne tue que des tueurs, d'accord? C'est un concept en or massif, on a un psychopathe avec un code moral. Et donc, dans les premières saisons, on suivait ce type fascinant, ce mélange de monstre et de justicier, si méticuleux qui met du plastique partout avant un meurtre, pour éviter de laisser des traces, bref, vous l'avez compris, c'est un peu le rêve humide de tout maniaque de la propreté qui se respecte. Et pendant 8 saisons, on a vibré avec lui. Bon, pour moi, toutes les manières, je l'explique dans ma vidéo de base où je détruis Dexter, moi à partir de la seconde saison à la mort de Dox, pour moi c'est déterminé. Et je trouve marrant, alors je me permets une petite parenthèse, que effectivement Dox maintenant a ultra le vent en poupe au niveau des edits TikTok et des edits YouTube Short. Dox, on le voit absolument partout. On le voit tellement partout qu'ils ont été obligés de le remettre en mode caméo marrant lors du dernier revival de Dexter, en mode illusion de Dexter ou je sais pas quoi. C'est pour vous dire à quel point Dox c'était lui, à quel point Dexter c'était Dox. À partir du moment où Dox est mort, Dexter est mort complètement. Évidemment, il y a eu la saison 4 qui pouvait être sympathique, mais excusez, pour moi c'est mort. Et pour ceux qui se posent la question, pourquoi la mort de Dox a détruit la série, je vous conseillerais effectivement d'aller voir ma vidéo sur Dexter tout simplement, et oui, même dans une vidéo où il n'y a pas de recyclage, finalement j'arrive à recycler mes vidéos, et oui. En fait, le problème avec la mort de Dox, c'est que lorsque Dexter le capture et l'enferme dans une espèce de petite cabane, c'était le moment parfait pour Dexter de choisir sa voie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut pas continuer à jouer les tueurs en série gentils. Il va falloir donc que lui, et surtout que les scénaristes, obligent Dexter à prendre une décision quasiment impossible. Soit il se rend, soit il tue Dox, mais s'il tue Dox, oui, il devient le tueur en série sanguinaire qu'il a toujours essayé de ne pas devenir. Là, ça aurait été intéressant. Sauf que à la fin, c'est l'espèce d'ex complètement psychopathe de Dexter qui tue Dox en le faisant péter, quoi. Voilà. Pour éviter à Dexter, à avoir à choisir. Et d'ailleurs, ce fut exactement la même chose, d'ailleurs, lors de la saison 7 ou 8, avec Lagertha, lorsque Lagertha comprend enfin, merci beaucoup, que Dexter est effectivement un tueur en série. Voilà, cette fois, c'est Debra qui tue Lagertha au lieu de Dexter pour lui éviter de contrevenir à son code moral. Voilà. C'est complètement stupide, c'est extrêmement lâche. Encore une fois, j'en parle dans ma vidéo. Et c'est quelque chose qui, heureusement, a enfin été changé et corrigé dans les revivals. On en reparlera, je pense, plus tard lorsque je ferai des vidéos là-dessus. Bref, tout ça pour vous dire que lorsque Dox est mort, Dexter est mort. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais bon, comme dirait l'autre, ce qui est mort ne saurait mourir, ou peut-être pas tant que ça, parce qu'avec Dexter, même après la mort de Dox, il a réussi à ressusciter pour encore plus crever. Parce que, à la fin de la série, Debra, sa sœur, finit dans le coma. Et Dexter, dans un grand geste dramatique, décide de la libérer en débranchant la machine. Voilà, bon. Il l'amène ensuite en bateau, en pleine tempête, et balance son corps dans l'eau comme une bouteille à la mer. C'était censé être poignant, mais on a surtout l'impression qu'il a oublié que les morgues existaient. Et puis hop, disparition. On pense qu'il va mourir dans la tempête, mais non. Il réapparaît quelques mois plus tard, vivant, barbu, en chemise à carreaux, planqué dans une forêt de l'Oregon, et il est devenu bûcheron. Voilà, donc l'homme qui maniait le scalpel devient l'homme qui manie la scie sauteuse. Et une reconversion
qui ferait passer un changement de carrière à la cave pour un miracle de cohérence. Et surtout, le mec vit seul, triste, vide, comme un ours mal léché dépressif, avec des pulsions refoulées. C'est pas une fin, c'est un même involontaire. Tu passes 8 saisons à suivre un soi-disant génie du crime, pour finir sur un type qui regarde les sapins en silence. Et les fans, évidemment, ont explosé, en mode non mais c'est quoi cette fin de merde? Internet s'est transformé en tribunal, les mêmes ont plu, les forums ont brûlé, et même les scénaristes ont dû sortir des interviews du genre non mais c'est une métaphore. Oui, c'est une métaphore, certainement. Quand ton héros finit en bûcheron, c'est plus une métaphore, c'est une fuite des cerveaux. Mais voilà, ils ont tenté de réparer le désastre des années plus tard avec Dexter New Blood, et avec je ne sais combien de revival, on en parlera plus tard. Bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la série de base, elle pue la merde, et surtout, la fin pue la merde. Ok, on continue avec une autre série, et oui, ça va être le fil rouge. Désolé les gars, ça va être le fil rouge de cette vidéo, je crois que j'ai parlé de toutes les séries plus ou moins. Écoutez, c'est normal, maintenant je poste quasiment 2 vidéos par jour. À un moment donné, oui, je vais finir par tacler tous les sujets possibles et imaginables avant la fin 2027. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la Casa de Papel, eh bien au début c'était pas si mal. Bon, c'était un casse millimétré, un scénario tendu comme une corde de guitare, des persos un peu charismatiques, bon Berlin ça va encore, bon, c'est pas fifou non plus, c'est quand même la série espagnole qui a conquis la planète entière. Bon, peut-être pas la planète entière, hein. Il me semble que les Américains n'ont pas forcément été renversés non plus, mais en tout cas, bon, voilà, le succès a frappé, et Netflix s'est dit, bah, si on faisait encore un autre braquage, et encore un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et si à la fin tout le monde chantait. Et donc, le résultat, c'est que la série la plus intense de 2017 est devenue un mélange entre les Feux de l'amour et Koh-Lanta. Au début, ils braquent une imprimerie à billets, la Banque d'Espagne, ensuite le Monopoly, même si on parle de la fin, je veux dire, c'est quand même un truc de fou. On a le professeur, cerveau suprême qui finit par orchestrer le plan ultime, tout le monde s'en sort, même les morts, et l'État espagnol plie comme un origami. C'est censé être brillant, mais en vrai, on dirait une fanfiction écrite par un étudiant en économie marxiste sous cocaïne. Tokyo crève, Berlin meurt, mais finalement il revient, via les flashbacks et surtout via une série spin-off complètement éclatée au sol qui a bidé. Les autres, ils survivent tous maquillés, transformés en héros nationaux, escortés comme des stars de télé-réalité vers une nouvelle vie dorée, et le braquage du siècle devient un défilé de mode de révolutionnaire. On est à 2 doigts de voir Nairobi ressuscité en hologramme pour chanter Bella Ciao au ralenti. Et même cette chanson, elle fout le seum. Bella Ciao, c'est censé être l'hymne des partisans, le symbole de la résistance, mais sauf que là maintenant ça a été transformé en jingle publicitaire, voilà, pour Cagoule Rouge. Et franchement, à la fin, dès que la musique démarre, j'ai juste envie de couper le son et de me cramer à moitié, quoi. Et le problème, c'est qu'à force de vouloir tout justifier, c'est-à-dire l'amour, la mort, la révolte, la politique, la poésie, la boxe centrale, bah la série s'est transformée en brouet de slogans. Les dialogues sonnent comme des posts Instagram révolutionnaires en mode non mais l'amour c'est la plus grande arme, oui, certainement, oui. Et le scénario c'est la plus grande victime. Et le twist final, voilà, tout le monde croit qu'ils sont morts, mais en fait non. L'or a été remplacé par du cuivre plaqué, l'État s'est vu duper, les braqueurs s'envolent et tout le monde sourit. Fin heureuse, voilà. Mais c'est un happy end aseptisé qui tue totalement l'âme de la série si tant est qu'elle ait jamais eu une âme. C'est plus un cri contre le système, c'est un clip de propagande pour l'optimisme forcené. De toutes les manières, la Casa de Papel, au fond, c'est une série qui a commencé comme un cri de rage et qui s'est terminée comme une chanson de camping. Et voilà, c'est tout ce que c'est. Encore une fois, si vous voulez m'entendre râler beaucoup plus longtemps et creuser vraiment saison par saison la série, voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus. On continue. Bon, parlons d'une série que je n'ai pas encore taclée dans une vidéo. MDR, évidemment que si. On va parler de Walking Dead, je l'ai taclé dans plein de vidéos. Pour qui me prenez-vous? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la série naît d'une idée brillante, hein, évidemment. Du comics de Robert Kirkman. Voilà, on voit des survivants face à une apocalypse zombie. Sauf que bon, bah à la fin, tout le monde crève. Enfin, tout le monde crève. En tout cas, le scénario, lui, il est mort. Ça, c'est sûr. Bon, au début, c'est tendu, c'est cru, c'est viscéral. Tu pouvais flipper pour Rick, Daryl, Michonne. Et chaque épisode, c'était un peu un combat entre la morale et la survie. Sauf que petit à petit, voilà, la série s'est transformée en marathon sans ligne d'arrivée. À un moment donné, les zombies, voilà, étaient même plus la menace principale. Non, la menace principale, c'est l'ennui. En fait, tout ce qu'on voyait, c'est des gens en train de marcher et en train de parler. Voilà tout ce que c'était. Bah écoutez, au niveau du budget, franchement, voilà, je pense que les showrunners sont restés dans leurs frais. De toutes les manières, on a tout eu, hein. On a eu le gouverneur, on a eu les saviors, Negan, les chuchoteurs, les gens en cuir, les gens masqués, les gens qui portent des têtes de zombies, les gens qui parlent doucement, mais les gens qui parlent fort, le Renoir qui joue avec son bâton. Écoutez, voilà. Chaque nouveau groupe arrive comme une mise à jour logicielle. Un peu différent, mais fondamentalement la même merde. Et la fin, bah faut en parler, parce que en fait, il y en a pas. Il y a pas une fin, il y a plusieurs fins. Il y a des spin-offs, il y a des teasers de spin-offs, il y a plein de séries parallèles, des promesses de films, des épilogues rallonges. Et en fait, la série s'est éteinte en douce, comme une bougie qu'on n'ose pas souffler. De toutes les manières, même Negan, il a eu son spin-off. C'est un truc de fou. Donc Rick disparaît, Michonne part le chercher, Daryl part en France. À la fin, il reste plus personne. Tout le monde s'est barré de Walking Dead pour partir dans son projet solo. Vraiment, le dernier épisode censé conclure 12 ans de marche vers la survie, ça se résume à une ferme, des adieux, une voix off pleine d'espoir et un montage final pour teaser encore d'autres séries. Même
à son enterrement, The Walking Dead vend encore ses organes. Et c'est triste parce qu'au départ, la série parlait d'humanité, de décadence, de retour à la barbarie, sauf qu'à la fin, elle parle surtout de contrats prolongés. Chaque fois qu'un perso meurt, t'en as 3 qui arrivent pour prendre le relais. C'est pas une série, c'est une hydre télévisuelle. Tu coupes une tête, il en repousse 2 avec un spin-off à la clé. Les zombies, c'est des figurants fatigués, on dirait qu'eux aussi en ont marre, et ce depuis la saison 3. Certains trébuchent comme s'ils en avaient ras-le-bol de marcher depuis 2010. Le seul vrai mec à crever à la fin, bah c'est le rythme. Et après, c'est vrai que là où il faut saluer The Walking Dead, c'est que la série aura tenu bon. 12 ans à traîner ses guêtres dans la boue, à rallonger les intrigues de façon totalement ridicule, à relancer des personnages qu'on pensait finis 3 fois de suite. Morgan qui devient gentil, puis méchant, puis gentil, puis méchant, puis gentil, puis méchant. C'est pas possible. En fait, c'est un miracle d'endurance éclaté au sol. En fait, The Walking Dead, c'est la preuve que parfois, mourir jeune, c'est mieux. Hein, voilà. Sauf que la série, elle s'est décomposée lentement et en direct. Bon, passons sur une série de tard à l'époque, évidemment Seinfeld. La série qui ne raconte rien, hein, c'est un peu le chef-d'œuvre de l'absurde. La comédie des petites misères quotidiennes, hein, des conversations inutiles, mais bon, c'était quand même assez génial. On y parlait dans cette série de boutons de chemise, de soupe, de parking, de relations toxiques. C'était un peu la poésie du quotidien, la poésie du trivial. Et après 9 saisons de ce truc-là, eh ben oui, les scénaristes se sont dit, bah écoutez, vous savez quoi, on va tous les foutre en tôle. Et c'est ça, c'est effectivement la fin de Seinfeld. Jerry, George, Hélène et Kramer sont arrêtés pour ne pas avoir aidé une victime d'agression. Un truc bidon, un procès grotesque, et hop, les 4 héros finissent en prison, clap de fin rideau. C'est censé être ironique, bien sûr, hein, une boucle méta où la série se juge elle-même, hein, des égoïstes punis pour leur indifférence chronique. Mais bon, à l'écran, voilà, ça passe un peu comme un plat froid de reste réchauffé. On a l'impression vraiment que Larry David, le créateur, a voulu dire au public, écoutez, vous aimez ces personnages, eh bien, vous aviez tort. Et le procès sert surtout de prétexte à ramener tous les persos secondaires du passé, un défilé de caméos façon best-of du cynisme. C'est un peu comme si on assistait au mariage d'un pote et que tous ses ex se débarquaient pour raconter à quel point il est nul. Alors ok, c'est drôle, mais bon, c'est d'une froideur assez clinique. Et le plus étrange, c'est que Seinfeld, bah c'est pas censé avoir de morale. Et le problème, c'est que la fin, justement, en a une, en fait, de morale. Il y a une leçon, hein. Regardez comme ils sont vides et superficiels ces personnages. Sauf que ces personnages, on les aimait pour ça. On voulait pas de rédemption, on voulait juste une dernière conversation absurde sur les céréales ou sur les sièges d'avion. Pas une condamnation morale. Et le pire, c'est que la dernière scène, avec les 4 assis dans leur cellule, discutent du bouton du milieu de la chemise, exactement comme dans le premier épisode. Bon, évidemment, voilà, c'est un cercle parfait narrativement parlant, mais c'est froid comme un frigo new-yorkais. En mode, ouais, regardez, on a bouclé la boucle. Sauf qu'il n'y a pas d'étincelle. Les fans sont restés divisés, certains ont crié au génie, d'autres ont juste crié. Voilà, entre ceux qui trouvaient ça audacieux et ceux qui trouvaient ça scandaleux. Et donc finalement, Seinfeld, c'est un peu la série qui a tout inventé au niveau de la comédie moderne, mais qui a choisi quand même de s'auto-saborder à la fin par principe. Voilà, c'est du rire jusqu'à la cellule. C'est courageux, mais bon, maintenant, est-ce que c'est de la qualité narrative? Rien n'est moins sûr. Et en parlant de qualité narrative, eh ben écoutez, oui, on va parler du contraire de la qualité narrative. On va parler de True Blood, une autre série que j'ai taclée il y a pas longtemps. Donc une série HBO où tout le monde transpire mort et gémit, et surtout où tout le monde brille. Sous la lune, comme un catalogue de parfums gothiques. C'était chaud, sanglant et complètement barré lors des 2 premières saisons, mais à partir de là, voilà, c'est parti en couille. Et la fin de True Blood, c'est vraiment, voilà, comme si un banquet de vampires s'était transformé à la dernière minute en brunch dominical. Et on est passé du chaos érotico-mystique à un épisode final digne d'un téléfilm de Noël, le tout tourné en Louisiane. Parce que, souvenez-vous, Suki Stackhouse, la serveuse télépathe, amoureuse d'un vampire torturé, dans un monde où les créatures surnaturelles sortent du placard. C'était sensuel, provoquant, politique, complètement dingue. On avait des orgies toutes les 2 minutes dans des cimetières, des démons, des loups-garous sexy, et des dialogues, voilà, qui sentaient la moiteur et le soufre. Sauf qu'à la fin, Suki finit mariée à un gars random dont on ne voit même pas le visage, donc oui, un figurant sans nom, sans ligne de dialogue et sans existence, le tout dans un dîner champêtre, nappe carreau, enfant sage et lumière dorée, voilà, c'est de la merde. Bill, son grand amour tragique, bah il crève, de son plein gré d'ailleurs, c'est Suki qui le tue, dans une espèce de mise à mort consensuelle, dans une ambiance de messe funèbre romantique. Vraiment, j'ai eu l'impression de regarder un épisode de Question pour un vampire version drame intimiste. Et le message final, c'est accepte ton humanité. Merci, c'est sympa, mais on est quand même venu dans cette série pour voir du sang, de la baston, un peu de trucs picota, mais pas forcément pour une leçon de développement personnel. La série prônait la transgression et finit par te dire, écoute, sois toi-même, mange bien, fonde une famille, mange 3 fruits et légumes par jour. Non, mais je veux dire, là c'est même plus une fin, c'est un flyer pour la sécurité sociale. Et le contraste est violent. On a 7 saisons de décadence, de moralité floue, de persos ambigus, et finalement, bam, on clôture avec un happy end fade et repas en plein air. Et donc en résumé, True Blood, c'est une série qui a commencé dans le vice et qui a fini dans le compost. Et au lieu d'un final brûlant, on a eu un pique-nique. Bah écoutez, c'est un peu con. En parlant de conneries,
revenons à une série, je vous le dis, hein, tout à l'heure je parlais de tard l'époque, là c'est vraiment tard l'époque. Voilà, parce que Quantum Leap, vraiment, c'est une série que je regardais avec mon père, vraiment, à l'époque. Vraiment, il fut un temps, à l'époque de Manimal, à l'époque de Papa Schultz, c'est une série qui date bien comme il faut. Donc, pour ceux qui connaissent pas la série, je pense 95%, si ce n'est pas plus, des viewers de cette vidéo, donc je vous la fais rapide. Il s'agit donc d'une série, voilà, fin des années 80, début 90, voilà, avec 5 saisons, de 89 à 93. Et donc le protagoniste, le docteur Sam Beckett, invente un programme de saut quantique. En 95, il le teste sur lui-même, peut-être un peu trop tôt, et bim. Et le problème, c'est que seul son esprit voyage, et finit par habiter des gens à travers l'histoire, avec une mémoire en gruyère, coincé donc à réparer des vies pour une force supérieure mystérieuse, en espérant rentrer un jour à la maison, voilà. Et donc à chaque épisode quasiment, il passe de corps en corps, voilà, avec le fameux Quantum Leap, c'est-à-dire le saut quantique, hein, d'existence en existence et d'époque en époque. Et au départ, c'est pas forcément un carton cette série, mais elle commence à devenir culte petit à petit, saison après saison, à force d'idées tordues et d'humanité, c'est relativement pas trop mal écrit. Et au milieu de la saison 1, le public mord, la saison 2 confirme l'essai, la saison 3 c'est l'apogée, et les audiences montent, et tout le monde veut savoir si Sam retrouvera enfin son chez lui, s'il va enfin retrouver son corps, tout simplement. Puis bon, arrive la saison 4, ça redescend, la NBC serre les dents, donc évidemment la chaîne qui produit la série, et annonce une saison 5, qui sera la dernière. Traduction, c'est maintenant ou jamais, pour répondre à la question que tout le monde se pose depuis le premier épisode, comment Sam va rentrer à la maison? Et donc, le final, il est en 93, et il rassemble quand même plus de 20 millions de curieux devant leur petit écran. L'épisode commence par une jolie annexe sentimentale, avec Sam qui remonte le temps pour arranger la vie d'un ami, voilà, la version où sa femme ne le quitte pas, bonheur sauvegardé, mouchoir sorti, et là, que de bizarre. Il y a une lumière de saut temporel, effectivement, qui s'allume sur une photo, et puis plus rien, écran noir. Et ensuite, apparaît une ligne blanche, une ligne de texte, hein, sèche, sans larmes, sans musique. Le docteur Sam Beckett n'est jamais retourné chez lui. Voilà, 6 mots, fin de service, fin d'épisode. Évidemment que ça n'a aucun sens. On te lâche la bombe émotionnelle la plus froide de l'histoire de la télé, et on éteint la lumière en te tendant encore un peu de popcorn s'il en reste. Évidemment que ça n'a aucun sens. Parce que tout l'ADN de la série, c'est comment Sam va pouvoir revenir chez lui, comment il va pouvoir retrouver son corps. Enfin, vous m'avez compris, quoi. C'est le mantra répété pendant 5 saisons. Rentrer. Et la réponse, elle arrive sous forme d'un panneau publicitaire. Voilà, je veux dire, ça aurait pu être un mail. En vrai, c'est un mail, et même pas un long mail. Voilà, c'est envoyé depuis mon pager. Voilà ce que c'est une vieille phrase de merde. Alors, évidemment, il y a un contexte derrière. Le contexte de production, c'était un peu la guerre des mondes. Parce que la série, donc comme vous le savez, a été annulée. Mais Donald Bellisario, le fameux showrunner, qui d'ailleurs malheureusement aura la mauvaise idée de produire et d'écrire NCIS quelques décennies plus tard. D'ailleurs, une série que j'ai aussi déboîtée dans une vidéo tout particulièrement. Je vous aiguillerai vers celle-là en tout cas. Peu importe, Donald Bellisario a quand même été prévenu à temps de l'annulation de la série. Alors que la NBC lui dit en gros que oui, va falloir effectivement terminer sa série à la fin de la saison 5. Donald, il dit, vous savez quoi, je vais leur forcer la main. Je vais ouvrir une porte pour une saison 6. Il a d'ailleurs tourné plusieurs fins pour cela. Et donc son pari, c'était que si le cliffhanger est assez dur, eh bien la chaîne craquera et renouvellera effectivement la série pour une saison supplémentaire. Sauf que la chaîne n'a pas craqué. La NBC a dit nick et l'annulation tombe juste après le tournage. Il n'y a plus de budget, il n'y a pas de jour de plateau, il n'y a plus de reshoot. Voilà, on colle la carte noire, Sam ne rentre jamais, merci bonsoir, et va te faire foutre Donald. Et le pire, c'est que, et c'est assez cruel, l'épisode interrompt son propre élan sur une quête secondaire qui n'a rien à voir avec la colonne vertébrale de la série. Il n'y a pas de dilemme ultime, il n'y a pas de retour au labo, pas un Tal qui débloque l'impossible, pas de un dernier saut quantique pour entrer, non. Juste un fondu au noir, un constat clinique. Sam a sauvé le monde 100 fois, mais il n'arrivera pas à se sauver lui-même, émotionnellement, voilà. C'est du cambriolage à visage découvert. Et le pire, c'est que c'est même pas une mauvaise idée en soi d'oser la tragédie, je veux dire. Le souci, c'est l'exécution. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de mise en scène, c'est juste, voilà, même pas de respiration, pas d'adieu, pas de catharsis, juste un constat sec que tu lis en te demandant si ta télé a pas bugué. En plus, c'est même pas tragique ni quoi que ce soit, parce que la sous-intrigue juste avant n'avait rien à voir avec l'intrigue principale. Tu peux même pas pleurer, t'es juste obligé de rester bête devant ton écran. Enfin, c'est quand même assez fou, quoi. Maintenant, reparlons d'une autre série, encore une fois, que j'ai taclée sur ma chaîne, et oui, ça ne s'arrêtera jamais, Battlestar Galactica. Donc, le monument de la science-fiction, un peu sérieuse quand même, le truc que tout geek de bon goût cite quand il veut montrer qu'il a de la profondeur. Et la série est vraiment excellente, hein. 4 saisons de bataille spatiale, 4 saisons de politique, 4 saisons d'dilemmes moraux, 4 saisons de robots sexy, et 4 saisons d'humains qui pleurent dans le noir. Voilà, et pendant 4 saisons,
c'était du grand art. C'était noir, intelligent, philosophique. Sauf que bon, la fin, elle n'est pas noire, elle n'est pas intelligente, elle n'est certainement pas philosophique. Voilà, parce que, bon, de toutes les manières, j'ai fait une vidéo entière là-dessus, sur la fin de Battlestar Galactica. Je vous la fais rapidement. Le concept de base, comme vous le savez, c'est un bijou. Donc l'humanité a créé les Cylons, des machines conscientes, des IA, voilà, on l'a compris, autonomes, qui se rebellent et déciment leurs créateurs. Les quelques survivants fuient dans l'espace à la recherche de la mythique Terre, leur monde d'origine. C'est tendu, tragique, passionnant. Et tu regardes ça, et tu te dis, incroyable, c'est Star Wars pour les adultes. Et puis le miracle arrive à la fin de la saison 4, donc ils trouvent enfin la Terre, le Graal, la promesse, le but de tout le voyage. Sauf que la planète est cramée, détruite depuis 2000 ans, radioactive, stérile, grise. Voilà, leur paradis, en fait, c'est un parking nucléaire. Et à ce moment-là, bon, la série pouvait se terminer là-dessus. C'est une fin nihiliste, désespérée, poétique, et contrairement à Quantum Leap, c'est une fin qui est totalement mise en scène et préparée depuis le premier épisode de la première saison. Voilà, en mode, nous avons cherché d'autres maisons pendant 4 saisons, mais elle était déjà morte depuis le début. Ça aurait été vraiment sympa, ça aurait de la gueule, quoi. Sauf que non, les scénaristes ont décidé de continuer, et c'est là que tout s'effondre, parce que les survivants paumés reçoivent des coordonnées planquées dans une chanson. Oui, dans une chanson pop cosmique. Ils la décryptent, donc ils vont dans les coordonnées mystérieuses, pour voir ce qu'il y a dedans, et ils tombent sur une nouvelle planète verdoyante, habitable, une Terre bis, une deuxième Terre, toute neuve. Ils décident de s'y installer, d'abandonner la technologie et de recommencer à zéro. Et là, twist final, cette planète, cette Terre 2, eh bien c'est notre Terre à nous. Parce qu'en fait, Battlestar Galactica, ça se passe 150 000 ans dans notre passé. Parce que nous, Homo sapiens de 2026, on est les descendants de ces exilés interstellaires, apparemment. Et donc évidemment, juste là, tu lèves un sourcil. Mais pourquoi pas, c'est audacieux. Délire un peu à la Mass Effect, voilà, de la boucle qui ne se boucle jamais. Pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'il y a pas mal d'éléments narratifs à justifier, entre les événements bizarres, les visions, les coïncidences, les résurrections. Sauf que, écoutez, les scénaristes, je sais pas, ils ont posé leur RTT, ils étaient fatigués. Et en gros, la justification, c'est que c'était Dieu. Voilà. C'est Dieu qui a tout orchestré. C'est Dieu qui leur a envoyé les coordonnées. C'est Dieu qui leur a planté la chanson. C'est Dieu qui a décidé que les humains devaient tout recommencer ici. Voilà, c'est Dieu. Même les mystères laissés en plan depuis des années, en fait, c'est Dieu qui l'a voulu. Genre, c'est pas une fin, c'est une homélie sous acide. Et pendant 4 saisons, on nous a quand même parlé de libre arbitre, de responsabilité, de création, de morale, de survie. Et la conclusion, c'est non, mais en fait, c'est Dieu le scénariste. Et encore une fois, je l'ai expliqué dans ma vidéo de base sur Battlestar Galactica. Moi-même, je suis croyant, donc le fait d'intégrer Dieu dans une histoire, évidemment que ça ne me dérange pas. Le souci, c'est que c'est pas du tout préparé. En fait, c'est le souci, c'est le problème. Et d'ailleurs, les fans ont hurlé avec raison. Tout a été torché à la vitesse de la lumière, les identités secrètes, les trahisons, les visions. On t'explique rien du tout, tout devient symbolique. Voilà, on n'a plus le temps, on te laisse deviner, c'est Dieu, et puis voilà, c'est du sprint théologique. Et le pire, c'est que l'idée de base, avec l'éternel recommencement, l'humanité qui reconstruit et refait les mêmes erreurs encore et encore et encore et encore, c'est brillant évidemment. Mais la façon dont c'est exécuté, c'est de la fuite en avant scénaristique. Les mecs étaient en train d'écrire une thèse sur le sens de la vie, puis ils ont reversé leur café dessus, puis ils ont dit bon, vous savez quoi, allez, c'est une apparition divine, Deus Ex Machina, littéralement. Voilà, mais écoutez, c'est triste. Tout simplement. Mais bon, on va rester sur le space opéra pour abandonner Battlestar Galactica pour parler de Star Trek Enterprise, d'accord? Parce que cette série c'était un peu censé être le prologue du mythe, la genèse, le moment où tout commence, les premiers pas de l'humanité dans l'espace, les bases de la Fédération, le grand souffle de l'exploration, bref, la série que tout Trekkie, que tout fan de Star Trek attendait pour comprendre d'où venait le futur. Et pendant 4 saisons, encore une fois, toujours avec le délai des 4 saisons, on aurait pu y croire. On a survécu à l'intro un peu rock, voilà, ces espèces de génériques façon pub pour croisière des années 90, on a toléré les arcs temporels fumax. On a aimé l'équipage entre Archer, T-Pole, Trip. Écoutez, voilà, c'était pas parfait, mais c'était sincère. Puis est arrivé le dernier épisode, la catastrophe intergalactique, où tu t'attends peut-être à une conclusion épique, à un adieu digne des pionniers de Starfleet. Sauf que non, tu obtiens un hologramme, littéralement. L'épisode final de Enterprise se déroule dans le holodeck de Star Trek The Next Generation. Voilà ce que c'est. On découvre que tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on voit n'est en fait qu'une simulation historique que Riker, oui, le barbu flûtiste préféré des années 90, consulte pour réfléchir à un dilemme moral dans The Next Generation. Et donc à la fin, on a nos héros qu'on a suivis pendant 4 saisons, qui deviennent des figurants dans un épisode de The Next Generation, diffusé 10 ans plus tôt. La fin n'est même pas leur fin. C'est comme si on terminait Breaking Bad par un flashback de Malcolm. Et le pire, c'est que c'est même pas juste une idée tordue, c'est une annulation totale. Tout ce que les persos vivent et ont vécu est réduit à un exercice de reconstitution. Pas de tension, pas d'émotion, juste un mec qui joue avec les paramètres d'un simulateur et qui dit que vous savez quoi, c'était pas mal cette époque. C'est littéralement une fin où la série elle-même devient un épisode bonus d'une autre œuvre. Et au cas où tu pouvais penser que de toutes les manières, voilà, on pourrait pas empirer la chose, non, ils peuvent encore empirer la chose, t'inquiète pas, c'est jamais assez pire. On n'est jamais au fond du trou. Ils ont décidé d'y coller une mort. Trip, notre ingénieur préféré, celui qu'on aimait pour son humanité, sa tendresse et son action sudiste, pouf, il se voit tuer dans une scène random pour sauver Archer, 2 minutes avant la fin. Pas de vraie construction, pas de grandeur, juste une mort rapide mal montée sans hommage. Voilà, le gars donne sa vie et on passe à autre chose comme s'il avait renversé un café sur la tête de Spock. Et pour boucler le tout, Archer s'apprête à prononcer le discours fondateur de la Fédération, le moment que tous les fans attendaient depuis le pilote,
anecdote, et puis ça s'arrête. Voilà, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, fin rideau. Le moment historique de toute la saga a été remplacé par Riker qui ferme son hologramme. Écoutez, c'est quand même compliqué. On parle quand même des Trekkies, hein, des fans de Star Trek, d'ordinaire capables de supporter des spatiaux tentacules et des paradoxes temporels. Même eux, ils ont hurlé à la trahison. Même les acteurs ont détesté. Scott Bakula a dit que c'était un manque de respect. Et il avait raison, Enterprise méritait un au revoir, pas une fermeture administrative holographique. Allez, on embraye sur X-Files, et franchement, quand on voit la fin de X-Files, franchement, je pense que j'aurais préféré que ce soit un hologramme. Parce que bon, X-Files, tout de même, hein, David Duchovny, le plus gros que tarte l'histoire d'Hollywood, voilà, c'est un peu la série qui a fait croire à des millions de gens que les lumières dans le ciel, bah c'était pas que des avions, c'était surtout des aliens qui avaient posé leurs 15 jours. Parce que pendant des années, Mulder et Scully ont traqué la vérité, les complots, les événements, les mutants qui vivent dans les murs, les types qui fument trop dans l'ombre, et on a kiffé, c'était sombre, c'était brillant, c'était paranoïaque, c'était sexy, sans jamais vraiment le dire, et en plus, il y avait quand même des bons scénaristes dans cette série, il y avait même Vince Gilligan, d'ailleurs c'est là où il a rencontré... et oui, petite anecdote, Bryan Cranston. Voilà, et c'est de cette rencontre que naîtra des années plus tard Breaking Bad. Donc rien que pour ça, évidemment qu'on est obligé de tirer notre chapeau à X-Files. Et sauf que la fin est arrivée, et puis oui, on s'est tous dit que, ok, la vérité est ailleurs, et le scénario aussi. Il est ailleurs. Parce qu'il faut quand même rappeler un truc. The X-Files, ça a eu plusieurs fins. Il y a eu la première en 2002, après 9 saisons. Puis, il y a eu un film. Puis, il y a eu un reboot. Puis, il y a eu un re-reboot. Et à ce stade, bon, c'était plus une série. C'était un phénix schizophrène. Mais bon, revenons à la vraie fin de 2002. Après des années de mystère, de conspiration mondiale, d'hommes fumeurs et d'aliens bien mileux, Mulder découvre enfin la vérité. Donc, les extraterrestres vont envahir la Terre le 22 décembre 2012. Oui, comme la prophétie Maya. Et oui, la série a littéralement copié un mème de calendrier apocalyptique. Et là, tu t'attends un choc, une révélation cosmique, un plan d'action, quelque chose, mais non. Mulder est arrêté, jugé, condamné à mort. Scully le libère, il s'enfuit, se planque dans un motel, il regarde un crucifix, et fin. Pas d'invasion, pas de plan, pas de conclusion. Juste deux silhouettes fatiguées, allongées sur un lit, qui se disent que tout ça, bah c'était peut-être pour rien. Et après 9 saisons à répéter que, oh, the truth is out there, avec mon superbe accent, bah le final te répond que oui, bah la vérité est ailleurs, mais bon, bah elle va rester dehors, et on va fermer la porte à clé, t'inquiète pas, elle rentrera pas la vérité. Donc voilà, au-delà d'être une fin, c'est surtout une pause café éternelle. Et quand on a cru que c'était fini, bah non, The X-Files revient en 2016 comme une espèce d'oncle conspi à un repas de famille en mode ouais attends j'ai des choses à dire. Sauf que bon, évidemment la série est devenue une parodie d'elle-même. Mulder et Scully sont toujours là fatigués, désabusés, piégés dans un reboot qui sait même plus s'il veut être sérieux ou ironique. Puis enfin, la vraie fin finale, celle de 2018, c'est un désastre. On apprend que Scully est enceinte. Mulder, il me semble que c'est même pas forcément le père. L'homme à la cigarette est le vrai père biologique. Donc voilà, écoutez, Mulder s'est fait nettoraré, merci pour lui. Et tout le reste, le complot, les aliens, le virus, la pandémie planétaire, bah c'était juste un plan d'un vieux pervers à demi-mort. On voulait une révélation cosmique, on a juste eu l'émission de Maury là, le délire de ouais, you are not the father, voilà. Le tout édition FBI, c'est même plus X-Files, c'est les feux de l'espace. Et le dernier épisode, c'est une symphonie de malaise, entre explosion, trahison, prophétie. Voilà, et en plus le montage à la tronçonneuse, et le final avec Mulder et Scully qui sont sur un quai à peine émus avec un bébé à venir, ça sonne comme une blague cosmique avec la série qui promettait la vérité et qui finit sur un test de paternité. Voilà, écoutez, en termes de crédibilité, on est vraiment au bout du bout, quoi, le bout de la mouscaille. Et au final, oui, The X-Files avait raison sur un point, la vérité est bien ailleurs. D'ailleurs, tellement ailleurs qu'elle a pris large avant la fin de la série, et on ne peut pas lui en vouloir, au vu de la gueule de la fin de la série. Et on va finir avec une série que je n'ai pas encore... Bon, écoutez, je ne refais pas la blague. Si, Supernatural, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Écoutez, voilà, considérez cette vidéo comme un best-of. Supernatural, c'est vraiment la série que personne n'avait prévu de regarder 15 ans de sa vie, mais qu'on a tous fini par faire un peu malgré nous. Bon, écoutez, comme vous le savez, à la base, la série ne devait durer que 5 saisons. Le showrunner de base a fini par se tailler quand il a vu que la chaîne voulait continuer à milquer la série. Et donc les deux frères, la voiture et les démons, sont restés encore 10 saisons de plus. Et donc pendant 15 saisons, on a Sam et Lynn Winchester qui ont chassé un peu tout ce qui bougeait la nuit en fait. Les fantômes, les vampires, les anges, les divinités, les bureaucrates célestes. Voilà, le catalogue entier du folklore mondial est passé sous les bottes des frères Winchester. Et à chaque fois qu'ils mouraient, ils revenaient encore et encore et encore. Et au bout d'un moment, voilà, la mort d'un Winchester, c'est un peu comme un redémarrage Windows sans échec. C'est chiant mais jamais définitif. Et après 15 ans de road trip infernal, bah ils annoncent la fin, le grand final, hein, voilà, le dernier combat. Et où nous, on s'attendait peut-être à un feu d'artifice émotionnel, à une apothéose
smooth mythologique, à une conclusion digne de ce marathon biblique. Sauf que non, la fin est toute pourrie. Imaginez quoi, Dean et Sam reprennent la route, tu sens que ça sent la fin, la nostalgie des guitares tristes, et là, boum, premier monstre venu, et voilà, Dean se fait embrocher par une poutre, tout simplement. Donc après 15 saisons à survivre à Lucifer et à la mort elle-même, le mec se fait planter par un clou sur une planche moisie. Il meurt pas comme un héros, il meurt comme un ouvrier qui a pas mis ses chaussures de sécurité. Et le pire, c'est que la scène est d'une mollesse vraiment extraordinaire. On voit Dean qui est cloué au mur, littéralement, qui dit à son frère, c'est mon heure, Sam pleure et il meurt. Et tu sens que les scénaristes eux aussi, ils sont morts. Y a pas d'apocalypse, y a pas de twist, y a pas d'émotion, juste un accident de bricolage fatal. Ensuite, Sam continue sa vie, ellipse de 90 piges, il vieillit, il a un fils, il devient chauve, imaginez le drame, et il meurt de vieillesse. Et au paradis, il retrouve Dean, qui l'attend, moteur de Chevrolet ronronnant, chemise impeccable, comme si la mort c'était juste un long détour par le périph' parisien. Et c'est là que la série s'achève, y a pas de message, y a pas de vrais adieux, pas de grand thème sur le libre arbitre ou la destinée, juste deux mecs sur une route céleste en train de se dire bah écoutez, j'espère que c'est fini. Et le fandom est en PLS total depuis ce jour-là. Certains ont pleuré, d'autres ont pleuré, et il y en a quelques autres peut-être éventuellement qui eux aussi ont pleuré. Vraiment, c'était de la merde. Et cette fin, c'est le paradoxe parfait de Supernatural. C'est une série qui a toujours flirté entre le tragique et le ridicule, mais qui finit par choisir le ridicule tragique. Voilà, écoutez, si vous voulez une analyse plus poussée de la série, encore une fois, je vous aiguille vers ma vidéo. Voilà, écoutez, je suis tellement un recycleur que même dans les vidéos où je recycle pas, eh bien je recycle quand même. Et en plus, même cette phrase, je l'ai dit avant dans ma vidéo. Donc même mes phrases pour parler de recyclage, je les ai recyclées. Écoutez, voilà, c'est l'ouroboros total du recyclage. Voilà, le serpent qui se mord la queue. Et on va s'arrêter là. Écoutez, en espérant que la vidéo vous ait plu quand même, malgré tout. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.